aux nouveaux qui arrivent. Je suis contente d'être là, comme vous, sûrement 2 ans plus tard. Merci évidemment aux sponsors d'avoir permis l'organisation de cet Agile Tour. Merci aux organisateurs de l'Agile Tour. Merci au Couvent des Jacobins. Moi, j'aime bien ce lieu-là. Même si d'être ici, là, juste dans cet instant, avec ces lumières, c'est pas le plus facile, mais c'est bien quand même. La proposition que j'ai faite à l'Agile Tour cette année, alors ça va marcher du premier coup. Juste rapide, avant de faire la proposition, j'ai le parcours en 2-3 mots. J'ai un diplôme d'ingénieur informatique. J'ai jamais développé une ligne de code. Je le dis à chaque fois, mais c'est une réalité. Je n'y peux rien, c'est comme ça. Par contre, j'ai toujours aimé et j'aime toujours les nouvelles technos. Donc j'ai eu des postes de marketing, de communication et de RH dans les entreprises de nouvelles techno. Ce qui m'a toujours passionné, c'est l'aspect nouveau et qu'on s'autorise dans le nouveau. C'est ce qu'on s'autorise dans le nouveau, voilà, ça me passionne, enfin ça m'intéresse vraiment. Et au-delà de ça, il y a comment faire pour que l'individu trouve sa place et comment faire pour que le collectif soit performant. J'ai l'habitude de dire que si on savait comment faire pour que les collectifs étaient performants, il n'y aurait pas autant de bouquins sur le management. Donc la proposition en ce qui me concerne, c'est de dire on connaît les ingrédients de la recette, mais on ne connaît pas la recette. Et effectivement, j'aime à travailler sur les ingrédients. Et puis après, chaque collectif doit inventer son mode sa culture managériale. Voilà. Ça, c'était pour le parcours. Ce que j'aime vraiment aussi, c'est d'y voir clair. Kawan, ça veut dire la chouette en breton, j'allais dire en français. Ça veut dire la chouette en breton. Et donc, la proposition que j'ai faite, c'est c'est d'investiguer cette première valeur de l'agile, les individus et les interactions, plutôt que les processus et les outils. C'est la proposition que je vous fais. La proposition complémentaire à ça, c'est qu'on marche nos paroles et donc les individus et les interactions qu'il va y avoir entre nous. Je peux faire un monologue, mais c'est pas le truc que je préfère. Donc les interactions qu'il va y avoir entre nous, plus que les contenus que je vais présenter, ou au moins autant. Donc le micro est là et voilà, n'hésitez pas à jouer et à poser des questions au fur et à mesure. On n'est pas obligé d'attendre la fin de la présentation pour poser les questions. Donc, on est parti et on dit qu'on travaille sur les individus et on prend cette valeur-là et on investigue, on regarde ce qui se passe. Alors, si on est tous là, c'est sûrement qu'on est OK avec ces valeurs-là. Et donc, il pourrait y avoir une première question assez simple qui est de dire comment fait-on ? Et je vous propose qu'on ne s'arrête pas là. Je vous propose qu'on aille à la question d'après, qui est comment on est arrivé là ? Parce qu'en fait, si on est tous d'accord sur le fait que les individus et les interactions, c'est plus mieux que les méthodes et les outils, pourquoi est-ce qu'on doit l'écrire ? Pourquoi est-ce qu'on doit l'affirmer aussi vertement ? Il y a bien quelque chose en nous il y a bien quelque chose, c'est bien nous, c'est pas l'autre, comme on est l'autre de quelqu'un, c'est forcément nous, qui permettons qu'à un moment donné, les méthodes et les outils prennent le pas sur les individus et les interactions. Et c'est ça donc la proposition. Je fais le pari que nous n'échapperons pas à la question. Nous n'échapperons pas à la question comment oublions-nous notre humanité et par voie de conséquence, construisons-nous des systèmes déshumanisés. Parce que c'est vraiment ça qu'a dit la question précédente. On arrive à oublier les individus et les interactions au profit des méthodes et des outils. Ça veut bien dire qu'on oublie une part de nous-mêmes quand on est en train de faire quelque chose. Et je fais le pari que cette question que l'on voit ici clairement au niveau de l'agile, elle est collective dans les sociétés et elle est sociétale. L'écologie s'inscrit exactement. On peut effectivement aller nettoyer les océans. Il est nécessaire d'aller nettoyer les océans. Il n'y a pas de souci. Il est nécessaire de le faire. Il faut aussi travailler un peu la cause, qui est de dire qu'est-ce qui fait qu'on les pollue autant. Donc la proposition est celle-là. On n'échappera pas à cette question-là. Qu'est-ce qui fait qu'on oublie notre humanité ? Et je fais un autre pari, c'est qu'on n'échappera pas à une forme de radicalité.
On n'échappera pas à une forme de radicalité. Comme toutes les radicalités ne se valent pas, je vous propose que nous prenions un référentiel. Il y a des radicalités qu'on n'a pas envie de voir. Donc on va prendre un référentiel, il faut que je vise par là. Voilà. On va prendre un référentiel étymologique. Radicalité vient de la racine, vient du mot racine. En fait, c'est un terme de botanique. La radicalité ne saurait être ce qu'elle est sans le mot racine. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, la proposition de cette investigation autour des interactions et des individus plus que les méthodes et les outils, c'est effectivement de revenir à la racine des choses. Donc si je prends cette... il faut que je vise par là. Si je prends cette phrase-là et que je lui fais une proposition de radicalité, ça donne quoi? Si je passe l'algorithme radicalité sur cette phrase-là, ça donne quoi? Est-ce que quelqu'un... pas trop radical. Ben, ça donne ça, tout simplement. Ça donne qu'est-ce qui se passe en moi pour que je permette que les méthodes et les outils prennent le pas sur les individus et les méthodes. Tant qu'on ne trouvera pas le déclic, tant qu'on ne sera pas attentif au déclic en soi, à l'instant où je privilégie méthodes et outils par rapport à l'interaction, tant que je ne serai pas attentif à ce moment-là, je pourrai mettre en place tous les parades. Une fois que ça sera fait, je fais le pari que le travail qu'on va avoir à faire dans l'espace de l'agilité et plus globalement dans l'espace social, c'est de faire attention à ce moment-là. C'est pas nous qui décidons quoi, Nicolas? C'est bien qu'il soit là parce qu'il est souvent là quand je fais des conférences. Donc ça va m'aider. Allez-y, vas-y. Oui, mais par contre, c'est mon choix de les privilégier par rapport aux interactions et aux hommes. Les méthodes et les outils, suivant que je suis à l'école, suivant que je suis dans l'entreprise, suivant que je suis comptable ou suivant que je suis dans l'agilité, les méthodes et les outils, elles sont là. Et on ne fait rien sans méthodes et outils. Il n'y a aucun problème, on ne va pas négocier ça. Et les méthodes et outils, il y en aura toujours et elles seront de plus en plus efficientes et tout va très bien dans le meilleur des mondes. Mais la problématique que l'on a, c'est que des fois, on les laisse passer avant les interactions et les individus. Et donc, il y a un vrai besoin d'identifier ce moment où ça bascule, où je me fais emporter par la méthode et par l'outil. Je fais une autre proposition. Certains d'entre vous vont trouver que c'est comment dire, je ne sais pas, vous allez me dire. Certains d'entre vous connaissent peut-être le Start with Why de Simon Sinek. Je fais le pari que l'on doit s'offrir un Start with Who qui est complémentaire du Start with Why. Hein. Tout le monde connaît Start with Why de Simon Sinek ou pas? Ah ok. Start with Why de Simon Sinek, c'est une conférence TED qui a une dizaine d'années maintenant, qui est assez connue. La question qui se pose, c'est comment les leaders inspirent le monde? Et la réponse est simple. C'est ce qu'il appelle le Golden Circle. Il dit qu'il y a 3 niveaux de réalité. Il y a pourquoi je fais les choses, le sens que je donne à ce que je fais. Il y a comment je fais les choses et il y a ce que je fais. Et il dit les leaders inspirent le monde parce qu'ils savent le sens qu'ils donnent à leur action. Ils ne savent peut-être même pas comment ils vont le faire, ni ce qu'ils vont faire, mais ils partent de là. Donc c'est pour ça qu'il a tout un slogan autour du Start with Why. Et donc voilà, je me suis autorisée à extrapoler. Et avec un Start with Who qui est, on va devoir le moment est venu, moi j'en suis convaincue que le moment est venu d'un petit peu d'introspection. Voilà. Et donc un Start with Who. Il y a très longtemps, j'ai lu un... Est-ce qu'on a perdu personne? Tout est OK pour l'instant? Il y a très longtemps, j'ai lu un bouquin qui s'appelle L'éloge de la fuite d'Henri Laborie. Henri Laborie, c'était un copain d'Edgar Morin et c'est des gens qui ont... c'est lui qui a apporté les neurosciences en France. Et c'est des gens qui ont initié tout le mouvement autour de la complexité en France. Je ne vous encourage pas à lire le bouquin parce qu'il n'y a pas une phrase qui est plus courte que celle-là.
Donc forcément, à la fin, c'est un peu fatigant. Le premier chapitre, ça doit être l'amour, le deuxième, ça doit être la mort, et le troisième, ça doit être le travail. Mais voilà, moi j'ai trouvé la phrase que j'avais besoin dans ce bouquin. Quand les sociétés fourniront à chaque individu, dès le plus jeune âge et toute la vie durant, autant d'informations sur ce qu'il est, sur les mécanismes qui lui permettent de penser, de désirer, de se souvenir, d'être joyeux, triste, calme ou angoissé, furieux ou débonnaire, sur les mécanismes qui lui permettent de vivre, en résumé, de vivre avec les autres, quand elles lui donneront autant d'informations sur cet animal curieux qu'est l'homme, qu'elle s'efforce depuis toujours de lui en donner sur la façon la plus efficace de produire des marchandises, la vie quotidienne de cet individu sera transformée. Et c'est exactement, il y a deux niveaux là dans ce qui est dit, c'est les mêmes deux niveaux qui sont dans les valeurs, et on va en parler tout de suite. On nous apprend à faire, on ne nous dit pas bien qui, on ne parle pas bien du qui. Il y avait une keynote sur l'éducation. Voilà, s'il y aura de la place demain, ça ne peut pas être autrement, il devrait y avoir de la place pour ça. Produire, on sait faire, il n'y a aucun problème. Mais on a tellement bien produit qu'on en a oublié quelque chose. Et donc, si on prend la proposition, c'est effectivement un petit peu mieux comprendre comment fonctionne l'humain. Soyons très... Et ça va être le sujet des quelques slides qui vont venir. Évidemment, il n'y a aucune vérité dans ce que je vais dire. La seule vérité, c'est celle qui vous parle. Toutefois, il est clair qu'il y a 2 ou 3 trucs universels quand même et que j'espère qu'on va être sur ces trucs universels. La première chose qu'on peut dire sur l'humain, c'est qu'il y a 2 dimensions. Et c'est ce que dit la valeur, comme dit ce que dit Henri Laborie. Il y a ce que je suis et ce que je fais. C'est 2 dimensions différentes. Est-ce qu'il vous est arrivé de rencontrer quelqu'un de nouveau? Qu'est-ce que tu fais? Et que la personne réponde: je suis chef de projet. Ça peut paraître anecdotique, ça peut paraître simple, mais je vous promets que le petit 1 du petit 1 du petit 1 de pourquoi on est obligé d'écrire cette valeur-là, c'est parce que on confond et on réduit ce que l'on est à ce que l'on fait. Et ça aurait dû marcher parce que j'avais appuyé discrètement. Voilà. Je suis mon métier, je suis ce que je fais. Et c'est la première petite erreur fondamentale. J'ai dit que j'avais un diplôme d'ingénieur informatique et que j'ai aussi dit que je n'avais pas développé. Donc, ce que je vais dire après est vraiment dans ce contexte-là. Mais les gens qui ont fait le modèle OSI, ils savent bien qu'il faut appréhender les choses par niveau. Il y a la couche d'en bas, la couche du milieu, la couche transport, la couche applicative et ainsi de suite. C'est bien des niveaux différents et on ne s'amuse pas, techniquement parlant. Les gens ont bien vu qu'il ne fallait pas s'amuser à mélanger les niveaux. Et dans notre relationnel, comme on n'a rien appris précédemment, parce qu'on ne sait pas dans la culture de la société, voilà, il n'est pas rare que je suis coach ou ce que vous voulez. L'autre jour, j'ai mis un quart d'heure à une jeune personne. Je vous promets qu'on a mis un quart d'heure. Il n'arrivait pas à comprendre qu'il n'était pas son prénom. Ben si. Je ne sais plus comment il s'appelait. Non, je sais plus. Non, mais je sais plus. J'en vois beaucoup des étudiants. Je suis pas, voilà. J'allais dire Kevin, mais c'était tellement caricatural et c'était pas un Kevin que j'ai pas dit Kevin. Il a mis un quart d'heure à comprendre. Mais si, je suis ça. Ben non, c'est juste ton prénom. Ok ? Et ça, c'est vraiment. Ça peut paraître simple. Hein, ça peut paraître tout ce que vous voulez. Ça change rien que c'est le moment dont on parlait tout à l'heure où ça bascule. Ben, c'est le moment où je confonds. Et donc, comme je confonds et que je reste à ce que je fais, et forcément, c'est plus concret, donc je pars dedans, j'oublie ce que je suis. Okay ? Je vous promets que je fais l'effort à l'intérieur de moi, en ce moment, de parler et de me rappeler qui je suis. Oui, bien sûr, ouais. Parce qu'autrement, je pars dans ce truc-là. On l'a tous. Hein. On va en reparler tout à l'heure de ce truc-là, qui nous amène un peu n'importe où. Donc, comment nous, humains, créons des sociétés, des systèmes déshumanisés en confondant l'étiquette mentale avec le sujet. Un jour, dans une formation, j'avais un paysagiste. On était tous à parler de l'arbre. Et lui, il dit, nous, on n'appelle pas ça des arbres, parce que c'est qu'une étiquette. Lui, il appelait ça un sujet, parce qu'ils connaissent l'essence de l'arbre.
Donc l'erreur, c'est vraiment ça. On est tellement identifié à ce qu'on fait qu'on oublie notre dimension d'être. Donc je suis mon métier, je suis mon statut. Une autre discussion, je pourrais en faire deux, mais je vais en faire qu'une. Si je me résume à mon statut de stagiaire, par exemple, eh ben, je ne m'autorise pas. Et je vous promets, l'autre fois, les étudiants, ils sont en apprentissage, donc ils ont un statut, ils ont un contrat de travail qui dit stagiaire. Et ils s'enferment dans le contrat de travail qui dit stagiaire, qui ne dit rien d'autre que quelques règles administratives pendant un temps duré. Ça ne dit rien de toi. Et pourtant, comme on est nombreux à s'enfermer dans ce truc-là, qui n'a rien à voir avec ce que l'on est. Donc, je suis mon diplôme, je suis mon rôle, je suis mon statut, je suis mon métier. Et ça, c'est potentiellement une phrase que vous pouvez avoir envie de gommer de votre vocabulaire. Allez-y, ouais, super, merci. Et c'est totalement différent. Qu'est-ce que vous en pensez, ça? Ben, la proposition, c'est vraiment de dépasser la notion de culture. La notion de culture, elle est liée à la géographie, comme vous le dites très bien, et elle est liée au temps. D'accord ? Voilà. Donc, la proposition, c'est un peu de dépasser ça. C'est de le questionner. C'est vraiment ce que j'ai dit dès le départ. La proposition, ça va être de questionner ça. Donc, je suis OK que c'est culturel. Mais tout à l'heure, la keynote, elle était vraiment celle-là. Quand il dit « je vous montre la classe, comment c'était au temps de la salle et comment c'est aujourd'hui », ça n'a pas vraiment changé. Ben, pourtant, on peut s'interroger. Voilà. Et c'est juste ça, ma proposition. Alors, voilà. Est-ce que vous savez qui est ce monsieur? Attends, ça m'aura arrangé. Ah oui, c'est écrit en grand, donc c'est bon. Donc, il s'appelle Patrick Mouratoglou. Sur Netflix, c'est écrit là-haut. Secret Coach. C'est le monsieur qui entraîne Serena Williams au tennis. Et ça, c'est un monsieur qui a parfaitement compris ce que je raconte avant. Je promets que je ne crois pas qu'on perde son temps en écoutant son commentaire, enfin sa présentation sur Netflix. Donc en fait, ce monsieur-là, la petite histoire, c'est qu'il dit qu'il était convaincu. Bon voilà, il a une histoire et puis à un moment donné, il dit je savais que j'aurais entraîné Serena Williams. Et pour lui, c'était une évidence. Et en fait, Serena Williams l'a appelé un jour. Et il lui a dit oui, bien sûr, je vais t'entraîner. Donc, l'anecdote que je veux relater ici, c'est on est à la veille de quelques jours avant Wimbledon et ils sont en train d'entraîner Serena Williams pour jouer Wimbledon. Et ce qu'elle fait au filet, c'est de la daube. Il n'y a rien qui passe. Et toutes les stats sont nulles. D'accord ? Qu'est-ce que fait monsieur le coach ? Eh ben, en fait, il triche sur toutes les stats. Et il va, au lieu de lui montrer quelque chose de nul, il lui montre que tout va très bien dans ce qu'elle fait à la volée. Il va la voir en lui disant « c'est super ce que tu fais à la volée ce matin, c'est vraiment génial ». Et Serena Williams, il rapporte que Serena Williams lui dit « non, c'est pas bien ce que je fais ». Il dit « si, regarde, les stats sont bonnes, c'est vraiment parfait ». Et le mec qui joue ce jeu-là, il dit je devais lui rappeler ce qu'elle est ». Et c'est un numéro 1, c'est une championne. Ce qu'elle fait là dans l'instant, ouais, c'est de la daube. Mais on ne va pas nourrir ça. Moi, mon boulot, à 3 jours de Wimbledon, c'est de lui rappeler ce qu'elle est fondamentalement. Sa place, c'est d'être une numéro 1. Ce qu'elle est fondamentalement, c'est ça. Moi, je nourris ça. Venez pas me dire que c'est bien ou que c'est mal d'avoir menti, c'est pas mon sujet. Mon travail de coach, c'est ramener l'autre à ce qu'il est. Et il s'avère que là, ce matin-là, oui, c'était tout faux dans ce qu'elle faisait. Mais il est bien conscient de ces deux dimensions. Ok, ça, c'est la dimension de l'être. Et que quand j'ai bien compris la dimension de l'être, ça peut donner ça. Quand j'ai moins bien compris la dimension de l'être et que je confonds ce que je fais avec ce que je suis, ça peut donner ça. « 2019, un robot lui apprend qu'il n'a plus que quelques heures à vivre. » Ça, c'est un médecin, c'est un « je suis médecin ». Si je suis médecin, j'ai un cas compliqué que je traite, c'est fait. Si j'exerce en tant que médecin, mais faites juste le fait de le dire entre vous et vous, si j'exerce en tant que médecin, j'aide des gens qui ont des maladies.
Dans un cas, il n'y a pas l'humanité, dans le cas, il y a de la place pour l'humanité. Parce que quand je suis médecin, comme je nie mon propre dimension d'être, ben je nie la propre dimension d'être de celui qui est en face. Et ça peut arriver à des trucs pas très jolis, pas du tout jolis, comme ça. OK ? Donc, il y a deux dimensions. Il y a la dimension de l'être, qui est l'espace du vivant, qui est l'espace du je suis. Et il y a la dimension de la personnalité, qui est plus de l'ordre du fonctionnement, qui est plus une dimension complètement mécanique et reproductive de l'individu. Les deux sont là et nécessaires. On n'est pas en train de les comparer ni l'un ni l'autre. Et ces deux dimensions-là, vous les vivez dans le monde de l'agile pour vous rencontrer de temps en temps. Et certains d'entre vous, vous avez bien vu qu'il y a une différence entre faire agile, penser agile ou faire agile, et être agile. C'est exactement les mêmes deux dimensions qui sont projetées dans des espaces différents. Et vous savez très bien que faire agile sans être agile rencontre beaucoup plus rapidement sa limite que être agile, et puis ensuite on va jouer avec les méthodes. C'est bon ? La dimension, une façon... c'est marrant parce que en ce moment, je travaille, quand j'interviens en tant que coach, là, j'essaye de... Enfin, c'est pas que j'essaye, c'est que je prends vraiment du temps. L'autre jour, on a passé 3 quarts d'heure, et il y a quelqu'un qui croyait qu'on attendait quelque chose de lui dans l'entreprise. Et moi, je me bats pas, mais je promeus le fait qu'on n'attend rien de personne dans l'entreprise. Et je sais, le schéma qu'il y a derrière, c'est que l'enfant, ça a été dit tout à l'heure dans la keynote, les parents attendent quelque chose de lui, inévitablement. Une fois que je vais à l'école, l'autorité éducative attend quelque chose de moi. Donc, dans ce que je suis, j'intègre, on attend quelque chose de moi. Donc, le jour où je me retrouve dans un monde hiérarchique, l'autorité ne s'appelle plus papa, maman, elle ne s'appelle pas instit, mais elle s'appelle responsable, elle s'appelle chef, elle s'appelle ce que vous, directeur, elle s'appelle ce que l'on veut. Mais c'est une autorité. Et j'ai le schéma en moi, et donc je crois qu'il attend quelque chose de moi. Et donc je fais en fonction de ce que je crois que l'on attend de moi. C'est une dimension complète, c'est vraiment du fonctionnement et de la reproduction. Et on a déjà parlé de ça ici il y a 2 ans. On est clair qu'on est en train de changer de modèle. Si on veut changer de modèle, il va être nécessaire de changer de schéma mental. Autrement, on va rester dans la même logique. On est au niveau du fonctionnement et uniquement au niveau du fonctionnement. Ça rend le service, hein, il n'y a pas de problème. Mais on n'est pas en train de répondre à la question, les hommes et les interactions, plutôt que les méthodes et les outils. Quand je crois que j'ai le schéma, quand j'ai le schéma, on attend quelque chose de moi, c'est mouru. Est-ce que tout le monde est convaincu ou est-ce qu'on peut échanger un peu sur le sujet ? Est-ce qu'on attend quelque chose de vous ou pas ? Vous auriez plutôt tendance à penser qu'on attend quelque chose de vous dans l'entreprise ou pas ? Oui ? Et est-ce que ça vous parle quand on dit que c'est jamais qu'un schéma qui s'est construit au fil du temps ? Et que si on veut, parce qu'aujourd'hui on nous dit beaucoup qu'il faut qu'on trouve le sens, mais c'est juste pas possible de trouver le sens en ayant ce schéma mental à l'intérieur de soi. C'est juste pas possible. Il est nécessaire de changer de dimension. Il est vraiment... autrement, on va juste répéter le truc. Il y a une question ? Super. Finalement, on est en système de travail plutôt sur de la performance et de faire, en fait. Ça ne permet pas aux individus de donner du sens à leur mission. Et ils sont en train de se perdre. Et d'ailleurs, je me demande si cette crise du sens, elle n'est pas en rapport avec cette idée qu'on doit à tout prix aller vite et faire de la performance et produire. Et lorsque vous parlez de modèle mental, effectivement, je me demande si l'étape préalable n'est pas de travailler sur cette prise de conscience qu'on doit avoir pour le changer, en fait. Bien sûr. Oui, mais je partage complètement. Et si je peux me permettre,
Voilà, si je peux me permettre, la notion de donner du sens est un schéma mental. On ne peut pas donner du sens. C'est un faire, ça encore. C'est un faire comme un autre. Et tout ce qui vont nous gargariser de donner du sens, c'est faux. Le sens, ça émerge. Le sens, il y a Pierre amène ça, Nicolas, il amène ça, Christelle, elle amène ça, Léo amène ça, et ainsi de suite. Et on voit le pulse qui se construit. Il y a une image qui émerge. Elle appartient ni à Pierre, ni à Paul, ni à Jacques, ça émerge. Ça fait sens. Il y a une cohérence qui se met en place. Mais ce n'est pas nous qui la mettons en place, la cohérence. Elle émerge de... Voilà. Et l'intelligence de demain, ça va être celle-là. Ça va être de savoir accueillir les morceaux du puzzle que chacun va apporter et de voir la photo globale que l'on amène. Et ça va faire sens. Mais nous, on ne peut pas donner du sens. Donner du sens, c'est rester dans le schéma du faire. Et ça, je fais le pari qu'on a une petite mode managériale qui est en train de pointer le bout de son nez là, et qui va pas, ça va pas marcher. On aura changé les mots, mais on n'aura rien changé en fait. Non, non, oui, non. Je vais arrêter, je vais débloquer, ça va se débloquer. Il est évident qu'il y a des rendez-vous, d'accord ? Mais c'est moi qui décide d'aller au rendez-vous. Parce que ça fait sens pour le bien commun que je sois là. Voilà, c'est aussi simple que ça. Mais c'est pas l'autre qui attend, je le fais pas parce que l'autre attend. Je le fais parce que ça fait sens pour moi de nourrir ma communauté de cette manière-là. Et je serai au rendez-vous, bien sûr que je serai au rendez-vous. Bien sûr que je serai... Voilà. Mais je le fais parce que ça vient de moi, pas parce qu'on attend quelque chose de moi. Et ça change tout. Et ça change tout. Dans un cas, je fais parce qu'il y a un extérieur, et l'extérieur, c'est le schéma initial. C'est le schéma initial. Et il est normal à un moment donné qu'il y a un extérieur qui nous dise, qui attend quelque chose de nous. Mais après, moi, je fais le pari que l'humanité, la crise, des 2-3 trucs qu'on est en train de vivre tout à fait désagréables, l'enjeu, c'est de basculer. Du sens. Ok, à condition que ça a été questionné. Voilà. C'est pour ça que je parle de rencontre. Si je vais au rendez-vous, si je suis au rendez-vous, si ce que vous attendez de moi, si ce que vous voulez que je délivre correspond à ce que j'ai envie de faire, il y a rendez-vous. C'est parfait, il y a rencontre. C'est parfait. Voilà. Mais je le fais parce que ça fait sens pour moi. Pas parce que tu me le demandes. Et bien sûr qu'il va falloir chercher ce moment où on va se rencontrer. Bien sûr. Autrement, il n'y aura pas de bien commun. Oui, bien sûr. Bien sûr. Donc, typiquement, ce que je viens de dire là, on attend quelque chose de moi, c'est un schéma mental. C'est un truc que j'ai dans ma tête, auquel je crois, et je fonctionne avec ça. Ça peut être ce schéma-là, on en a plein, on va voir. Donc, si on veut travailler au niveau du Start with Who, si on veut investiguer un peu comment on fonctionne, il va être nécessaire d'identifier nos schémas mentaux. Et peut-être que certains d'entre vous connaissent ce bouquin. C'est écrit par Peter Senge. Peter Senge, c'est un monsieur du MIT. Je crois que le bouquin a 25 ans, 5e édition, c'est très très vieux. Donc ce que je raconte n'est absolument pas nouveau. Je ne sais pas quelle page dans le bouquin. À moins d'influencer les représentations mentales et les schémas mentaux des grands décideurs, nos différents scénarios ne serviraient à rien. Vous pouvez faire plein de plans sur la comète, hein. Tant que le schéma mental de la personne qui va décider est toujours le même, elle choisira. Vous pouvez le dire avant même si vous connaissez la personne et vous connaissez que la façon dont elle fonctionne. Parce que le schéma mental, il est facile à repérer quand vous avez un peu l'habitude. Parce que comme c'est un schéma mental et qu'il se reproduit mécaniquement, je vous promets que ça se voit. Ce matin, j'étais avec quelqu'un, je savais ce qu'il allait dire à la fin de la phrase parce que je le connais. Et après, je ne suis pas en train de critiquer quand je dis ça. Je dis que le poisson ne sait pas qu'il est dans l'eau. Je dis que les schémas mentaux, nos propres schémas mentaux, on peut ne pas les voir. Et c'est... Voilà, c'est comme ça, puisqu'on est dedans, on peut ne pas le voir. Donc, mais il n'y a pas photo sur le fait que c'est vu depuis longtemps, qu'on va devoir, qu'on va y passer. Je vous fais une petite proposition pour voir ce que c'est qu'un schéma mental. On prend cette phrase, c'est par là qu'il faut que tu vises.
Ouais, il faudrait que ça marche. Ça me fait ça à tous les coups. Hein. On prend cette phrase. L'humain est un animal pensant. Qu'est-ce que vous retenez de cette phrase, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on retient de cette phrase? Qu'on est des animaux. Comment? Il est possible qu'on retienne ça. C'est le un peu mieux que des animaux qui est là. D'accord? L'humain est pensant. On a tous appris ça. L'humain est pensant. Et on a tous appris l'humain est mieux que l'animal. Ça, c'est un schéma mental. C'est un pur schéma mental. Que l'animal soit différent de l'humain, c'est clair. Mais qu'il y en a un qui est plus mieux que l'autre, voilà, oui, je suis OK, c'est écrit sur le slide. Oui, on a des compétences et des qualités qu'ils n'ont pas. OK, ils ont des compétences et des qualités que nous n'avons pas. D'accord? C'est un schéma mental qui réduit, c'est exactement ce que je suis et ce que je fais. C'est le schéma mental qui réduit l'homme. L'homme est un animal pensant qui est une information exacte. On le réduit parce qu'on a le schéma mental, parce que la culture nous amène là. Ça se réduit à l'homme est mieux que l'animal, parce que l'homme pense, il est mieux que l'animal. Ça, c'est un schéma mental qui fait les trucs qu'on voit des fois sur les réseaux ou à la télé sur comment les animaux sont traités. Il faut que j'ai ce schéma-là pour traiter les animaux de cette manière-là. Si je n'ai pas ce schéma-là, je ne traite pas les animaux. Je ne fais pas ça. C'est le schéma mental qui est en moi qui fait que je peux agir comme ça. Si je nettoie le schéma mental, je vais arrêter d'agir comme ça. Et c'est vraiment ça, les méthodes, les individus, les interactions avant les méthodes et les outils. Il est nécessaire de nettoyer un schéma mental à l'intérieur de soi. Oui. Je me suis dit, je vais la voir la question. Et ça prouvera que ça marche un peu. Le premier, c'est de l'identifier. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Le poisson, c'est pas qu'il est dans l'eau. Donc la première chose à faire, c'est d'identifier nos schémas mentaux. C'est d'identifier et c'est pas. Enfin, bon, après, ça peut être intéressant d'avoir un tiers, hein, mais vous savez bien qu'il y a des choses que vous faites de manière routinière et répétitive. Limite, à la fin, ça vous agace, ça nous agace. D'accord? Ben ça, c'est un schéma. À chaque fois que c'est répétitif, voilà. Hier, j'avais un groupe. Pour la énième fois, il y en a un des petits camarades de jeu qui nous a fait le schéma je n'ose pas dire dans l'instant. Il avait tout bon, hein, tout calé. Hein, c'était tout. Il ne peut pas le dire. Il ne veut pas jouer à la spontanéité. C'est pas bien, on doit réfléchir avant. Le schéma mental, c'est on réfléchit avant de parler. Bah oui, mais voilà, ils ne seront plus là après la réunion. Ça va beaucoup moins bien marcher. Donc la première chose à faire, oui, c'est déjà de se mettre... c'est déjà d'être OK avec l'idée qu'il y a des schémas mentaux et ensuite d'avoir envie de les traquer, ouais, d'avoir envie de les traquer. Supposons que l'homme pense. Est-ce que vous êtes d'accord que dans les réunions, on a quand même le « je pense » qui sort toutes les 3 minutes et demie? OK, je fais le pari que cette phrase est fausse et inexacte. Elle n'a aucun sens, c'est un schéma mental. Est-ce qu'on peut trouver pourquoi cette phrase est complètement inexacte? Mais alors, et pourtant, à longueur de journée, et limite, je suis valorisée parce que j'ai pensé. C'est même pas limite, c'est sûr, c'est ça. Comment? Ouais, mais rien que le « je pense », en quoi il n'est pas exact? Il y a très peu de gens sur la planète qui savent penser. Hein. Parce que si « je pense » était vraiment une réalité, alors chacun d'entre nous ici, on pourrait arrêter de penser dans l'instant. Vous voulez qu'on essaye d'arrêter de penser pendant 5 minutes, là, tous autant qu'on est? Je fais le pari qu'on ne va pas y arriver. Je pense ou je bats mon cœur est à peu près 2 inepties de même niveau. Je pense, si vraiment je savais penser, je décide comme je mange, je décide quand je commence, je décide quand j'arrête. Ce qui n'est pas le cas. Il y a un flot de pensée,
il y a un flot de trucs qui arrivent là, et quand c'est à moi de parler pour des raisons X ou Y, je prends la première qui passe, et voilà. Après, est-ce que j'ai réfléchi ou pas dessus? Mais voilà, en ce moment, je m'amuse à jouer avec ce je pense pour justement amener les gens à dire ouais, ok, c'est vrai que je pense pas, c'est vrai que ça m'est juste venu, mais est-ce que pour de vrai, je pense? Non, c'est pas vrai. Vous êtes en phase avec ça? Pas tout à fait. C'est-à-dire? Mais cette phrase-là, elle est là aujourd'hui. Vous êtes d'accord? Je ne suis pas une méditante, mais voilà, c'est pas un problème. C'est pas par hasard qu'on parle de mindfulness de plus en plus et ainsi de suite. C'est parce qu'ils ont vu, c'est parce que c'est ça qui est derrière. On en a marre de penser autant. Ça chauffe de trop là. Ça chauffe de trop. Et cette phrase n'est pas exacte. Ou elle est exacte, hein, mais voilà. Ils sont très peu nombreux sur la planète à savoir arrêter de penser quand ils veulent. Hein. Je suis pensée, mais c'est pas vrai que je pense. Oui. Oui, et ben c'est bien le cerveau. Ça fonctionne comme ça, il a un flow. On appelle ça des pensées. Oui, mais le jeu, c'est le jeu, c'est le start with who, c'est le jeu que j'interroge. Ah, que le process de pensée soit là, j'ai pas de souci avec ça. C'est le jeu. Le jeu en lui-même, non, je ne suis pas capable d'arrêter de penser. Même 30 secondes, on n'est pas capable. C'est pas le fait de penser, ça, je suis d'accord, ça existe, c'est là. Mais c'est pas un jeu. Voilà, c'était juste parce que ça passait là et que c'est dans la même couleur. On va prendre un exemple un petit peu moins drôle, mais puisqu'on était dans le monde de l'école là tout à l'heure et tout ça, et que c'est là que ça se naît en fait tout ça. Supposons que dans une cour de récréation, il y ait eu un gamin qui soit humilié. Il y a 2 schémas mentaux d'adaptation possibles derrière ça, 2 systèmes de défense. Le premier, il va dire je vais raser les murs, moi. Plus jamais je veux qu'on me voie. Plus jamais que je veux être de la tête au-dessus du radar pour qu'il y ait quelqu'un qui puisse venir m'humilier. Plus jamais. Ça, c'est un premier schéma d'adaptation. Voilà. Le deuxième schéma, c'est de dire, potentiel, c'est de dire, plus jamais je me ferai avoir. Ils ont le même problème tous les deux. Hein. Ils ont eu mal tous les deux. Le deuxième, il va plus se dire, je serai toujours plus fort. Super, merci. Je serai toujours plus fort que celui, je vais devenir super humiliant. Dans les 2 cas, c'est de l'adaptation, c'est un schéma d'adaptation. C'est pas ce qu'est la personne. Hein. C'est le schéma, c'est le fonctionnement qu'elle met en place pour se protéger. Et donc, si un rencontre 2 et que 2 humilie notre copain le 1, un va croire que c'est la faute de 2. C'est absolument pas la faute de 2. Hein. 2 n'est absolument pas responsable. Hein. Ce qui est responsable, c'est l'événement qui s'est passé dans la cour de récréation 10 ans plus tôt. 1 et 2 n'ont rien à voir dans l'histoire. C'est juste que le schéma, puisque c'est du fonctionnement, que c'est de la mécanique, ça se remet en route tout seul. C'est juste que le schéma se reproduit et là, ça fait bling. Et donc, c'est une illusion de croire que l'autre est responsable. Et il y a un monsieur qui avait vu ça depuis très longtemps. Il avait très bien vu que le jeu du je pense ou le jeu dont on vient de parler, c'est une illusion d'optique. Il n'y a aucune réalité là-dedans, puisque c'est 2 schémas mentaux nécessaires, il n'y a aucun problème, mais la proposition, c'est juste de les voir. La proposition aujourd'hui, si on veut, par rapport à ce qu'on s'est dit tout à l'heure, les méthodes et les outils les outils, les interactions et les hommes plus que les outils et les méthodes, il est nécessaire de mettre la clarté sur l'illusion. Ouais. Et en plus, supposons que 1 et 2 aient pris ces schémas-là, ça peut se traduire, qui sont juste des schémas d'adaptation, ça peut se traduire en « je suis modeste » ou « il est arrogant ». C'est absolument pas ce qu'ils sont. C'est le comportement qu'ils ont mis en place. Ça n'a rien à voir avec ce qu'ils sont. Si ça se trouve, c'est pas du tout des gens qui... c'est des gentils profonds et voilà. Et donc, dans le monde de l'entreprise, moi j'en ai un en ce moment, là, tout le monde, il est numéro 2, c'est comme ça que ça m'est venu. Et il est comme ça, il est à fond, et tout le monde lui tombe dessus en disant « il est ça ». Mais quand vous dites, peu importe ce que l'on je n'ai pas d'autres mots, je suis désolée, mais ce que l'on balance sur l'autre, mais on l'enferme dans ce qu'il est déjà enfermé. Et donc, ce n'est pas ce que je suis, c'est juste un schéma d'adaptation qui est nécessaire.
Et je m'autorise à redire qu'il va falloir travailler sur le qui en moi est en train d'exprimer ça. Donc il y a vraiment deux dimensions. Il y a la dimension d'être et la dimension de l'existence. La dimension d'être, c'est l'histoire de la nature profonde, c'est le coach de Serena Williams qui la ramène à sa nature, à ce qu'elle est fondamentalement. C'est du domaine du vivant et c'est indépendant du contexte. C'est indépendant de ce qu'elle fait là dans l'instant. Et puis il y a le domaine de l'existence qui est sous l'influence de nos schémas mentaux, du domaine de l'ego qui est de l'adaptation à mon contexte. Qui est allé voir Certains d'entre vous sont allés voir le dernier James Bond ? Quelle est la dernière phrase de James Bond dans le dernier James Bond ? Ah ben ouais, mais moi je préparais la conférence parallèle. Et ben en fait, il rapporte une phrase de Jack London qui est « La mission de l'homme n'est pas d'exister, mais de vivre ». Et c'est exactement ça qu'ils disent. Donc même si James il le sait, sans déconner, on va pouvoir y aller quand même. Hein. Oui, ils en sont conscients, ouais, bien sûr qu'ils en sont conscients, il y a ces deux dimensions-là. Hop. Des fois, ça ne marche pas, toi. Voilà. Donc, juste pour dire qu'effectivement, il va y avoir un enjeu à savoir à quel niveau, d'où ça parle en moi. D'où ça parle en moi. Est-ce que c'est mon ego qui parle ? Ou est-ce que c'est une autre dimension ? Est-ce que c'est une dimension de l'existence ou de l'ego ? C'est la même chose qui parle. Ou est-ce que c'est une dimension supérieure ? Je ne sais pas si vous avez vu, il y a un moment donné, il y a un monsieur qui s'appelle Frédéric Laloux qui a écrit un bouquin qui s'appelle Reinventing Organization. Et en fait, ils ont mis en place dans certains types de réunions, quand on voit qu'on coince au niveau de ce que l'on fait et qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord, qu'on n'arrive pas à changer de dimension, ils mettent en place un smiley pour dire stop, là, il faut qu'on change de dimension. Et il y a juste besoin, pour répondre à la question, il y a juste besoin d'identifier qu'on n'est juste pas au bon niveau, on est au niveau des méthodes et des outils, on n'a pas besoin de chercher pourquoi on est là, on est juste là, d'accord ? Et ben on fait une pause, et quand on revient, on change de niveau. Il suffit qu'il y en ait quelques-uns dans le groupe qui aient le smiley, moi j'ai mis ça en place dans un comité de direction, ils mettent le, voilà, peu importe le pourquoi on en est arrivé là, c'est pas le sujet, mais si on continue comme ça, on va tous perdre notre temps, donc on va changer de niveau. Il y a des trucs maintenant qu'on peut mettre en place pour ce genre de choses. Donc les individus et les interactions, c'est du domaine de l'essentiel. Les méthodes et les outils, c'est du domaine de l'important. C'est deux dimensions absolument utiles. Le véritable enjeu, s'il y en a un, c'est de mettre l'essentiel au cœur de l'important. Ce qui est exactement la même chose que les individus et les interactions, plus que les méthodes et les outils. Et je redis que, vu de chez moi, nous n'échapperons pas à la question de savoir qu'est-ce qui se passe en moi. C'est le Start With You, on n'échappera pas à cette question. Et je ne fais que redire ce qui a été dit depuis longtemps, sauf que ça devient juste un peu... Enfin, voilà, c'est juste plus actuel peut-être. Mais si vous voulez vraiment répondre à la question, à la valeur numéro 1 de l'agile, Jung a dit depuis très longtemps, nul ne peut avoir de lien avec son prochain s'il n'est pas d'abord en lien avec lui-même. Et ça dit exactement la même chose que la valeur de l'agile, hein, mais c'est dit autrement, et c'est dit depuis un autre point de vue. Et vu de chez moi, c'est par là qu'on va. Voilà ce que je voulais vous proposer. Il reste 5 minutes. Est-ce qu'on prend ces 5 minutes pour répondre à quelques questions ? Mentaux. Oui. Est-ce que comment faire, par exemple, un comité de direction pour leur permettre de prendre conscience de leurs modèles mentaux ? On peut leur faire prendre conscience sous quel format, en atelier, ou simplement en favorisant les interactions les uns avec les autres et en les faisant travailler sur un thème ? Oui, ben là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis l'équipe on a fait très simple en fait. L'équipe, on a fait 2 groupes, parce qu'ils pouvaient faire 2 groupes, et on a demandé aux 2 groupes d'identifier leurs impasses relationnelles. Voilà, faites-nous des schémas. Voilà, c'est ce que je leur ai proposé. Faites des schémas où vous reconnaissez que vous tombez dans des impasses relationnelles. Comme c'est des comités de direction, ils sont tous hyper. Il n'y a pas qu'eux, hein, mais ils sont encore plus frustrés que les autres de ne pas réussir à s'aligner. Donc les situations viennent rapidement. Le boulot après, c'est d'identifier le dénominateur commun qu'il y a dans toutes ces situations-là.
et puis on récupère le schéma mental qui est potentiellement est derrière. Après, je redis, hein, l'enjeu dans un premier temps, c'est pas, dans un premier temps, c'est juste d'identifier. Là, on est en train de coincer. Déjà, réussir à se le dire. Déjà, on a vraiment progressé, quoi. Oui, bah, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Et c'est ce que cherche chacun. Hein. C'est ce qu'on cherche tous. Hein. Enfin, je veux dire, voilà. Je pourrais ne pas être... Enfin voilà, c'est vraiment la prise de recul, oui, voilà. Et tout à l'heure, j'aurais pu ne pas être complètement en phase avec, avec un des aspects de la keynote, qui est de dire, pour moi, le monde de l'entreprise est un monde d'apprentissage comme un autre. Il est faux de croire, c'est un schéma mental de croire que le monde de l'entreprise est un monde de production. La production est une conséquence de l'apprentissage qu'on va avoir ensemble. Il est clair qu'on va produire, il est évident qu'on va produire, mais comme une conséquence de quelque chose. Et je vais produire, si je vais produire du neuf, du nouveau, de l'innovation, de ce qu'il convient qu'on produise à l'instant donné, en conséquence de ce que j'ai appris. Et si je ne remets pas en cause, si je n'apprends pas, je vais toujours produire la même chose. Ça ne va juste pas marcher au bout d'un certain temps. Et il y a vraiment besoin, en particulier, il y a un chef d'entreprise un jour qui m'avait répondu, je ne suis pas plus comité de direction que ça, hein, c'est pas ça, hein, mais il y a un chef d'entreprise un jour de l'agroalimentaire en France qui m'avait dit, vous savez Sylvie, on nettoie les escaliers du haut vers le bas. Donc il faut effectivement, il est sûrement nécessaire que c'est qu'ils en soient conscients à un certain niveau pour pouvoir effectivement après diffuser ça dans l'entreprise, bien sûr, dans le collectif. Oui, merci. On a le temps, on n'est pas à 3 minutes près. Est-ce que certains de nos schémas mentaux peuvent être accentués par l'idée que les autres se font de nous? C'est-à-dire que pour les changer, souvent, moi je l'ai vécu, il faut changer d'entreprise. Moi j'ai fait ça pour découvrir mon moi, parce que les autres m'imposaient quelque part. Au départ, j'ai donné un schéma mental, du coup ils me l'ont renvoyé et j'étais dans un cercle. Exactement, c'est exactement ça. On est dans un cercle vicieux. Il y a un monsieur qui s'appelle Sartre qui a dit, même si je ne suis pas complètement d'accord avec sa phrase, il a dit « Nous sommes ce que nous faisons de ce que les autres veulent que nous soyons. » Nous sommes ce que nous faisons... Nicolas, c'est pas si dur que ça. Nous sommes ce que nous faisons... nous sommes ce que nous faisons de ce que les autres ont voulu faire de nous. C'est exactement ce que vous dites. C'est mon environnement, il va avoir une pression sur moi. Donc je vais répondre à cette pression d'une manière ou d'une autre. Et je vais m'adapter à ça. Et ce n'est pas un « nous sommes hein. », ce n'est pas ce que l'on est, hein, c'est juste une adaptation. Et vraiment, encore une fois, les schémas d'adaptation sont au niveau de la personnalité. La dimension d'être, elle n'a pas la personnalité, la spontanéité, le vivant. Il n'est pas une réponse à une adaptation. Mais oui, l'environnement est évidemment prégnant dans cette histoire-là, oui, bien sûr. Oui. Après, il y a un véritable enjeu, moi je propose toujours ça, c'est qu'il est nécessaire de l'avoir vu avant de changer d'environnement. Il est nécessaire d'avoir vu le truc, parce qu'autrement, si vous ne l'avez pas vu avant de partir, ça va juste se reproduire. Puisque c'est mécanique. Voilà, après on part et on part libre, et tout va bien. Est-ce qu'on n'a pas besoin des schémas mentaux pour se construire? On parlait vous donniez tout à l'heure l'exemple de quelqu'un qui était jeune, à qui il était arrivé des choses. Est-ce qu'on n'en a pas besoin justement pour que ça ne nous arrive plus? Ou je sais pas, par exemple Serena Williams, qu'elle n'a pas besoin d'entendre de se rendre compte qu'elle est nulle, de prendre du recul sur je suis nulle et devenir meilleure. Mais on a besoin de se faire un schéma mental pour peut-être avancer. Mais tout à fait. Les schémas mentaux ne sont... Le problème, ce n'est pas le schéma mental en lui-même, c'est le fait de ne pas le voir. Donc oui, on a besoin de schémas mentaux, sinon il ne se passera rien. Après, le problème, c'est de ne pas rester le poisson, quoi, de ne pas savoir qu'on est dedans. Voilà. Parce que si je suis dedans, c'est du fonctionnement, c'est de la routine, et donc on reste là où on est. Mais le schéma mental en lui-même, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Encore une fois, c'est le fait de... C'est par exemple, time is over. Par exemple, vous voyez, par exemple, dire que le monde de l'entreprise est un monde de production, c'est un schéma mental. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas produire, mais on pourrait avoir un autre schéma mental qui serait la production comme la résultante d'un apprentissage, d'un bien travailler ensemble, et il est évident que le monde de l'entreprise est un monde de production, on le sait. Voilà, mais on pourrait ne pas s'arrêter à ce faire-là et être dans l'apprentissage. Voilà.
Je crois que c'est bon. OK? Merci beaucoup. Merci.